Nous revenons avec nos chers invités, Adam Adjoronou, directeur de publication de Vision d'Afrique, Germain Pouli, directeur de publication de Togo Réveillé, et Magloa Teko Kenvi, il est le rédacteur en chef de Flambeau des démocrates. On va parler du Mali et de la CEDEAO. Justement, la CEDEAO a imposé dimanche des sanctions à l'ensemble des autorités de transition maliennes, déplorant l'absence de progrès dans la préparation des élections. Une stratégie qui vise à accentuer la pression sur la junte tout en préservant la population avant une nouvelle réunion d'évaluation en décembre. Quel effet produiront les sanctions donc individuelles, Germain Pouli? Les sanctions individuelles, quel effet? On attend de voir. Vous savez, quand ces sanctions avaient été annoncées déjà en septembre, à l'encontre, par exemple, de la Guinée et du Mali, certains estimaient que ces nouveaux hommes forts de ces deux régimes-là n'ont pas des avoirs à l'étranger et donc ne peuvent pas être vraiment touchés ou atteints par ces sanctions. Leurs parents n'ont pas peut-être besoin de voyager, de sortir, et toutes ces restrictions-là auraient pu être plus efficaces pour des gens qui ont une certaine fortune, qui sont peut-être restés longtemps au pouvoir et qui ont des intérêts en dehors, d'énormes intérêts en dehors de leur pays. Mais je pense que la CEDEAO fait bien d'adopter ces sanctions-là, et ce sont des sanctions qui vont être graduelles. C'est déjà pour dire, pour le moment, on ne veut pas sanctionner le Mali tout entier. On veut sanctionner les autorités qui ne veulent pas respecter la feuille de route imposée et qui voudraient qu'il y ait des élections en février 2022 pour mettre fin à cette transition-là. Vous savez, dès la prise du pouvoir, la première fois, il y avait des sanctions économiques contre le Mali. Et on a vu en si peu de temps les conséquences que ces sanctions ont eues sur les populations. Donc la CEDEAO, comme vous l'avez dit, n'a aucun intérêt à punir les populations maliennes, mais il faut cibler ceux-là qui sont à l'origine de cette situation d'immobilisme qui ne veut pas favoriser un retour normal, donc un retour à une vie constitutionnelle normale dans ce pays. Donc a priori, on pourrait dire qu'il n'y aura pas grand effet sur les dirigeants de la transition, mais c'est possible aussi qu'ils aient des parents qui cherchent à voyager et qui soient un peu embêtés par ces décisions-là. La CEDEAO en est consciente, et c'est pour cela qu'elle a proposé d'ailleurs à la Commission de lui faire des propositions de sanctions au cas où il y avait pas, les lignes ne bougeaient pas, donc pour la réunion qui se tiendra donc en décembre prochain. Mais tout de suite, on peut dire que c'est une pression, mais quel est l'impact réel sur ces autorités-là qui ont déjà dit assez clairement qu'ils ne pourront pas respecter le délai de février 2022, mais qui paradoxalement aussi ne fixent pas de date, au moins pour situer la CEDEAO. Et donc je pense qu'avec cela, décembre n'est pas loin. Si ces autorités ne réagissent pas, je pense que la CEDEAO va monter d'un cran au niveau des sanctions. Mais on déplore parce que quand généralement les sanctions interviennent, ce sont les populations qui en pâtissent le plus. Et donc aujourd'hui, la CEDEAO en est consciente, mais en même temps, elle est obligée de mettre cette pression-là sur ces autorités de la transition. Alors, pour le moment, Magloa Teko Kenvi, on ne voit pas de signal qui prouve à suffisance que ces autorités ont envie d'organiser des élections. D'ailleurs, elles ont dit qu'elles ne peuvent pas l'organiser en février 2022. Justement, quel effet, selon vous, ces sanctions peuvent avoir individuellement sur ces autorités? C'est la grande question, mais personnellement, moi, des conséquences, je n'en vois pas. Voyez-vous, parce que moi, j'estime qu'il n'y a personne qui connaît mieux le Mali que les Maliens eux-mêmes. Il y avait suffisamment eu de problèmes, ce qui a conduit d'abord à un coup d'État en août dernier. Et à un moment donné,
il s'est fait que une partie de l'armée a estimé que les autorités civiles qui étaient en place ne menaient pas véritablement une politique qui va dans l'intérêt du peuple malien. Et donc il faille les renverser, le temps de corriger les tirs, de remettre en place ou du moins de travailler le terrain jusqu'au point où à la fin on va laisser un Mali qui puisse véritablement ressembler à un état de droit. Non. Et donc, c'est ce qui a conduit au dernier coup d'État qui a mis au pouvoir le colonel Assimi Goïta. Moi, je sais qu'à un moment donné, la communauté internationale, comme nous la désignons souvent, la CEDEAO, l'Union africaine, les partenaires au développement comme l'ONU et tout, ont essayé d'accompagner ce pays. Et d'ailleurs, notre pays, le Togo, avait déjà accueilli un sommet de cette cellule-là qui est chargée d'accompagner de façon stratégique les autorités maliennes à aller jusqu'aux élections en vue en février prochain. Et je me rappelle qu'à la fin des travaux de Lomé, il y a eu un satisfecit qui a été dégagé. Et d'ailleurs, ça a permis, n'est-ce pas, au FMI d'accorder encore des subventions à ces pays, enfin, au Mali ou aux autorités actuelles, pour pouvoir leur permettre de disposer d'une bonne marge de manœuvre financière pour pouvoir achever leur cahier de charges. Mais aujourd'hui, on apprend que ces mêmes autorités-là, malgré tous les signaux qui étaient véritablement ouverts, ont envoyé un récent courrier au président en exercice de la CEDEAO, le président ghanéen Nana Akufo-Addo, pour lui signifier clairement qu'au regard des réalités sur le terrain, au regard des défis qui sont encore devant eux, ils ne sont pas en mesure de respecter le timing préalablement établi. Moi, je crois que quand on tient ce discours, ça reflète quelque part le caractère un peu responsable de cette junte-là, qui peut-être veut prendre le temps qu'il faut pour mieux faire les choses. Mais quand derrière, parce qu'on a établi un calendrier qu'il faut à tout prix pousser les gens à respecter cela, je crains fort qu'on ne retombe pas dans les mêmes travers. Qu'on liquide rapidement la feuille de route sans pour autant régler les problèmes qui amènent généralement à ces coups d'État. Mais il y a un adage qui dit il ne sert à rien de courir. Il faut partir à point. C'est pourquoi j'ai dit au début, il n'y a personne qui connaît mieux le Mali que les Maliens. Si aujourd'hui faisons un travail d'inspection entre griffes sur le terrain, il y a peu de gens qui sont peut-être frustrés par l'œuvre de la transition actuelle. Ce n'est qu'au niveau peut-être de la diplomatie ou de la politique qu'on sent qu'il faut mettre de la pression sur les gens pour qu'ils aillent vite. Mais directement sur le terrain, les acteurs eux-mêmes dégagent une sorte de satisfaction par rapport à ce qui se fait. Et donc je pense que oui, la diplomatie d'accord, la diplomatie internationale d'accord, mais il faut également privilégier, n'est-ce pas, le ressentiment des acteurs. Et donc, n'oublions pas également que si nous en sommes arrivés à là, c'est parce qu'à un moment donné, la CEDEAO également a fauté sur toute la ligne. On ne va pas revenir encore sur ce débat. Et donc, si tant est que c'est un jalonnement de problèmes qui ont été jacents, qui ont été là, et mis en jachère, et qu'on n'a pas réglé au temps opportun, qui reviennent comme une bombe à retardement, je crois qu'il faut consacrer le temps qu'il faut, régler les problèmes convenablement pour éviter qu'on tombe encore dans des situations de coup d'État 2 ans, 5 ans après. Allez, Adam Adjaranou, on se souvient, cette junte avait demandé 3 ans pour pouvoir organiser la transition. La CEDEAO avait dit non, mais on s'achemine progressivement vers ces 3 ans parce que visiblement, elle n'est pas encore prête pour organiser les élections. Oui, je pense même avant d'arriver donc à cette question, il y a des présenteurs qu'il faut interroger. Et l'un de ces présenteurs-là, d'abord, c'est de savoir que disons, ces sanctions-là, émises par la CEDEAO, quel est leur véritable impact donc, sur la junte. Mais j'estime que disons, ces sanctions-là ne sont que du classique comme la CEDEAO le dit. Mais je vous assure que depuis que cette transition-là est sur place, elle est isolée diplomatiquement.
Parce que vous allez même le constater, même si le Premier ministre Jovenel Maïga essaie de pouvoir quelques rares fois de sortir du pays, son patron Assimi Goïta karma pas. C'est quelques rares fois où karma, après ce deuxième coup d'État, de toutes les façons, lorsqu'on lit bien dans les lignes, je ne l'ai pas vu véritablement sortir. On l'a vu à Accra. Accra, il était aussi à Lomé. Oui. Donc, après, je parle du deuxième coup d'État. Le deuxième coup d'État. C'était l'autre coup d'État qui était plus ou moins pas accepté, mais qu'on pouvait peut-être nuancer. Ce deuxième coup d'État où la CEDEAO était viscéralement contre, puisque d'ailleurs la CEDEAO comme la communauté internationale qui était aussi divisée sur les termes accordés sur les propos de ce deuxième coup d'État-là. Donc c'est dit quelque part que ce sont disons des sanctions qui pèsent d'abord sur la junte. Mais il y a cette ferme volonté manifestée au niveau de la junte qu'on peut également lire. Parce que quelque part, je pense que lorsque vous matérialisez le fait que vous ne pourriez pas tenir dans les dates de ces élections-là. Et vous sortez, vous le dites. Ouais, vous le dites et matérialiser cela, ça voudrait dire quand même qu'il y a une volonté exprimée à la communauté internationale que voilà, c'est vous-même qui voulez donc imposer, disons, l'échéance de la transition. Et là, je pense que ça affecte, disons, le poids de la CEDEAO. Si cela n'était déjà affecté, compte tenu du fait que, également, au niveau de la CEDEAO, on essaie un peu de ressusciter en réalité le fait que lui-même donne onction à certaines irrégularités. Et je pense que les élections qui ont conduit donc au deuxième mandat d'IBK donc un exemple palpable qui est cité, où les gens estiment que c'était même pas des élections acceptées. Mais je pense que quelque part, au lieu de fustiger, disons, ces opinions-là, il faudrait quand même qu'on puisse réfléchir sur ces opinions qui ne sont pas des opinions à pouvoir écarter totalement. Parce que je l'ai vu lorsque nous faisons un peu des parallèles. Il est arrivé déjà dans l'histoire de la CEDEAO que la CEDEAO ne puisse pas envoyer, disons, des observateurs des élections. Je pense que deux pays, la Gambie et un autre pays même, où on a motivé un certain nombre d'aspects qu'on peut réellement donc remettre sur la table, qui motive en fait le fait que la CEDEAO ne puisse pas envoyer disons, ces observateurs-là. Mais lorsque nous prenons, que ce soit au niveau de la Guinée qu'au niveau du Mali, il y avait quand même des motivations exprimées aussi bien par l'opposition, où il y avait des opinions dissidentes qui estimaient que la CEDEAO ne devait pas, dans ce classicisme-là, pouvoir donc donner onction, où il y avait des éléments matériels qui estimaient que les élections ne s'étaient pas bien passées. Pour autant, je pense que la junte, en ce moment précis, ne pourrait pas, disons, matérialiser le fait qu'il ne pourrait pas tenir dans ces élections-là sans pour autant commencer quelque chose. Je pense que lorsque nous prenons le chronogramme, quelque part, la CEDEAO, elle est consciente que dans un mois, on ne peut pas, de bout en bout, organiser les élections et pouvoir donc atteindre. Mais lorsque vous mettez en place déjà le dispositif, prouvant que vous êtes déjà dans le cheminement, lorsque vous mettrez dans des réserves à pouvoir aller à des glissements de calendrier, on vous comprendrait. Mais si on veut imposer de leur chef, de leur propre gré, disons, un chronogramme qui n'adhère pas, disons, à l'assentiment de la communauté internationale, c'est là où ça frise. Puisque la junte aujourd'hui essaie un peu de faire diversion en appelant à un autre dialogue, quand on sait véritablement que par le passé, il y a eu déjà des concertations, qu'on pouvait véritablement donc tirer leçon de ces concertations-là. Si tel est qu'on veut véritablement prouver à la face du monde ou carrément de l'opinion internationale qu'on ait envie de pouvoir tourner la page de la transition, d'instaurer des institutions légalement donc élues, ce qui n'est pas constaté. Donc moi je pense qu'aujourd'hui ceux qui sont pour le fait qu'il faudrait être d'accord avec les Maliens sous prétexte que c'est eux-mêmes qui se connaissent davantage, je pense que quelque part à partir du moment où vous adhérez à une communauté internationale, et ça ne pouvait pas en être autrement puisque les subdivisions que nous avons aujourd'hui de l'Afrique ne sont pas des grés des pays de pouvoir donc les adhérer. C'est justement pour faire pérenniser, disons, la paix qu'on est arrivé donc à ces subdivisions-là. Ça voudrait dire quelque part que vous affectez une partie de cette souveraineté-là, cette communauté internationale qui, malgré bon gré, essaie de pouvoir, accord défendant, de pouvoir investir, disons, les affaires intérieures du pays, puisqu'il en a droit, puisque à la limite de ses prérogatives, on devait quand même prendre en compte, disons, les dispositions
de la CEDEAO. Mais au même moment, vous savez, Nana Akufo-Addo a eu la malchance que ce soit lors de son règne, pendant la CEDEAO, que ces coups d'État-là adviennent. Et que lui également, étant donné que déjà en décembre, il devait donc passer la main, il veut qu'on ait un schéma clair pouvant lui permettre de pouvoir avoir un rapport qui fait en sorte que c'est vrai, c'est lors de mon magistère qu'il y a eu ces coups d'État-là, mais j'ai essayé quand même de pouvoir poser des bases qui puissent donc permettre à une sortie de crise et malheureusement, on n'en est pas là. Alors, Germain Pouli, est-ce qu'il y a des signes qui prouvent à suffisance aujourd'hui que cette junte a envie de s'éterniser au pouvoir? Comme on l'a déjà dit, il n'y a pas de signal qui puisse montrer qu'on a envie d'organiser les élections. Ensuite, comme Madame l'a dit tout à l'heure, on parle également de concertation à venir, ce qui ne plaît pas forcément à la CEDEAO. Oui, je crois que la junte veut régler tous les problèmes du Mali avant de mettre fin à la transition. Est-ce que c'est son rôle? Oui, voilà, c'est un peu là où peut-être la communauté internationale n'est pas d'accord, parce que il y a un président qui est déchu, il faut le remplacer. Maintenant, il y a un président qui est déchu, il y a une assemblée qui est dissoute. Il n'y a plus, à part le corps judiciaire et peut-être l'armée, il n'y a plus d'autorité dans ce pays. Donc, il faut mettre en place ces instances-là, et c'est à partir des élections. Donc, la Constitution prévoit généralement dans le délai de 3 ou 6 mois qu'on organise des élections pour remplacer ceux qui ne sont pas à leur poste. Et là, il y a des questions sécuritaires qui se posent. Il y a cette junte-là qui a sa vision de comment régler cette question sécuritaire et qui a pris attache avec les Russes. Maintenant, est-ce que c'est après la pacification du pays ou le règlement définitif de cette crise sécuritaire qui aura les élections? On n'en sait rien. Et si c'est le cas, combien de temps le Mali et les Russes et leurs partenaires pourront régler ce problème-là avant d'organiser des élections? On sait que dans ce pays, il y a eu plusieurs élections qui ont eu lieu au Mali, qui n'ont pas pu toucher tous les territoires, tout simplement parce que tous les territoires n'étaient pas sécurisés. Et ça n'a dérangé personne. Donc, la junte est dans une optique. Déjà, elle veut faire les yeux doux à l'opinion nationale en apportant de nouvelles solutions face à la crise sécuritaire à la Centrafricaine, donc en invitant les Russes à venir les aider. Et maintenant, on laisse la transition de côté parce qu'on veut régler les questions sécuritaires. Ouais. Est-ce que c'est après avoir réglé les questions sécuritaires qu'on va gérer la transition? Et la question que les gens se posent, c'est que s'il appartient à une junte qui arrive à renverser un pouvoir, de régler tous ces problèmes-là. La même situation se pose un peu en Guinée, mais toujours est-il que ceux qui sont légitimes à régler ce genre de questions, c'est ceux qui sont élus et qui viennent occuper ces postes-là à l'issue d'une élection. Quand Magloire dit que les Maliens connaissent leurs problèmes, tout ça, c'est vrai, mais les Maliens n'ont pas donné mandat à une armée pour faire un coup d'État et régler le problème. Les Maliens n'ont qu'une seule façon de désigner leurs représentants, c'est à travers les élections. Donc il faut qu'il y ait une élection et que celui qui représente maintenant les Maliens, parce que les Maliens lui ont donné leur mandat, c'est lui qui peut agir dans leur intérêt. Maintenant, quand c'est un coup d'État, il y a eu des gens beaucoup plus légitimes que ça. Il y a ATT qui a fait un coup d'État qui a été salué, mais lui-même il est parti comment? C'est par un coup d'État. Alors que c'est quelqu'un qui était appelé le père de la démocratie malienne. Donc on aurait pu le laisser finir son mandat, on ne l'a pas laissé. Donc nous sommes en face d'une armée qui est habituée à faire des coups d'État, ça il faut le dire. Nous sommes en face des autorités militaires qui ont envie aussi de devenir président, qui après les coups d'État peut-être reviennent ou peut-être continuent. Je pense que nous sommes un peu dans ce schéma-là. Et ça va être un coup dur pour la démocratie dans la sous-région aussi. À tout moment, n'importe quel corps peut par la force
attraper le pouvoir et l'exercer indéfiniment, sortir d'un cadre réglementaire de la transition. Ça va être difficile et c'est pour cela que la CEDEAO se bat. Maintenant, on a beau reprocher à la CEDEAO où elle était quand il y avait des problèmes. Mais dans le cas du Mali, je ne pense pas qu'on doit reprocher quoi que ce soit à la CEDEAO. Il y a une crise interne. Une partie des Maliens ont pris des armes contre une autre partie du Mali. Ce n'est pas la faute de la CEDEAO, c'est les Maliens eux-mêmes. Après, est-ce qu'il appartient à la CEDEAO de venir combattre contre une partie des Maliens? Je pense qu'il faut aller dialoguer, il faut respecter après les accords qui sont signés. Et maintenant, c'est vrai qu'il y a des intérêts qu'on ne dit pas, on accuse assez facilement les Occidentaux et puis le pays, ils sont à l'origine de la guerre, mais qu'on reconnaisse que ceux qui se font la guerre, ce sont les Maliens eux-mêmes. Ceux qui tuent les Maliens, ce sont les Maliens qui tuent les Maliens. Et trouver une solution profonde à cette crise-là. Maintenant, c'est peut-être que les nouvelles décisions ou les premières décisions de la junte plaisent à une partie de l'opinion, parce qu'on dit qu'il faut remplacer les Français par les Russes. Mais est-ce que c'est la solution efficace? On ne sait pas. Et la CEDEAO, sur ce point, a dit son opposition de voir la sécurité d'un État confiée à une entité privée. Donc au sommet dans l'avant-dernier sommet, donc en septembre, avait attiré l'attention du Mali sur cette question-là. Et il faut qu'on réfléchisse. Bon, en Centrafrique, peut-être on en parlera au cours de cette émission. Les Russes essaient de faire un travail qui permet au gouvernement de récupérer progressivement tous les territoires. Est-ce que la solution est la plus définitive? Est-ce qu'elle est durable? On ne sait pas encore. C'est une expérience qui est faite. Et donc, je pense que la junte a intérêt à organiser des élections et à laisser un président élu gérer toutes ces questions-là. Maintenant, si le président élu décide de travailler avec les Russes, de faire tout ce qu'il veut, là, il a la légitimité pour faire ce travail-là. Maintenant que un militaire prenne le pouvoir et qu'on dise qu'il a la légitimité, c'est de la manipulation en réalité. Parce que la légitimité ne s'accorde que dans les urnes. Les gens vont choisir, et on espère que l'élection sera transparente ou est transparente. Maintenant, un coup d'État, il suffit de dénoncer le régime et tout le monde applaudit. Tous ceux qui font coup d'État, c'est ce qui se passe généralement. Est toute simple. Vous décrivez les travers et les incapacités du régime que vous avez renversé et vous justifiez votre coup d'État. Mais dans une démocratie, je crois qu'il y a longtemps que l'Afrique a tourné le dos au coup d'État. Il y a une époque où c'était le seul moyen d'arriver au pouvoir. Quand les Africains sont sortis de l'indépendance, pour arriver au pouvoir, il faut renverser l'autre. Mais depuis qu'il y a la démocratie, et c'est pour ça que cette transition-là est importante, pour remettre le Mali sur les rails. Alors, Magloire Teko Kenvi, une autre réunion est prévue en décembre. La dernière sous le président Nana Akufo-Addo en tant que président en exercice de la CEDEAO. Qu'est-ce qui peut attendre la junte militaire malienne si elle n'agit pas? Bon, c'est vrai, on annonce une prochaine assemblée générale des chefs d'État de la CEDEAO en décembre prochain. Et éventuellement, si les choses n'évoluent pas sur le terrain, on peut donc croire que la CEDEAO va corser la mise. Mais la question reste la même. Quel effet, n'est-ce pas, produiront ces sanctions-là sur la junte en place? Moi, je ne sais pas faire peut-être que ça va aller au-delà de la junte. C'est là où ça aura des répercussions sur les populations. Lisez dans les actes de la junte, vous sentirez que tout ce que la CEDEAO fait, ça ne la regarde pas. D'ailleurs, tout récemment, on a chassé le représentant de la CEDEAO à Bamako. C'est des actes un peu symptomatiques. Oui, personnellement, j'estimais que la junte en a fait un peu de trop en chassant voilà, ça arrive. Du pays, le représentant de la CEDEAO, parce que j'estimais que oui, peut-être on peut reprocher beaucoup de choses à la CEDEAO, mais on ne peut pas se permettre, n'est-ce pas, de s'inscrire dans une démarche un peu conflictuelle avec la CEDEAO. Ça, honnêtement, vous voulez mon impression personnelle,
je crois que la junte, elle a gaffé sur ce côté. Sur ce côté. Maintenant, je crois que c'est peut-être en réplique, mais de façon un peu voilée diplomatiquement, que la CEDEAO essaie de mettre encore la pression dessus. Maintenant, ce que moi je dis, c'est que oui, moi, c'est loin de moi l'idée de cautionner les coups d'État. Non, 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 mais reconnaissons qu'il y a un vrai problème sur le terrain. Au-delà des discours, au-delà des pressions, qu'est-ce que ça servira si on dit aux militaires qui sont en place, dégagez dans 2 mois, et 2 mois arrivent, dégagent, mais 3 mois après, il y a encore un coup d'État parce que soit le régime civil qu'on aurait mis en place, parce que ne maîtrisant rien du rouage, sera pris de coup par les terroristes qui vont avancer encore, et à un moment donné, les militaires, ils sont toujours là. Non, ils maîtrisent la situation, les militaires. Ils maîtrisent. Plus ou moins. Oui, c'est ce que je dis, c'est justement des arguments, entre autres arguments qui motivent moi mon argumentaire selon lequel il faut laisser le temps qu'il faut aux militaires. Parce que ils sont des militaires, c'est des hommes de terrain. Même 10 ans. Pas 10 ans quand même. Mais c'est vrai, ils n'ont pas dit ouvertement qu'ils voudraient régler tous les problèmes avant de laisser place à une autorité civile. Vous avez parlé des actes tout à l'heure. Donc, dans les actes également, les gens déduisent le fait qu'ils veulent résoudre tous les problèmes du Mali. Non, c'est peut-être des procès d'intention qu'on fait aux gens, mais véritablement, moi, ce que je dis, c'est qu'il ne servira à rien de dire aux gens qu'il faut absolument s'atteler à une date. À une date. Alors, parce qu'il ne servira il à rien propose justement quoi? pour Derrière, ils n'ont qu'à proposer quelque chose. Choguel Maïga a dit justement, on ne peut pas tenir les élections à cette date. Dans les heures qui viennent, ils arrivent à Lomé encore. Je ne sais pas si vous avez l'information. Dans les heures qui arrivent, ils arrivent à Lomé. N'oublions pas que Lomé joue un rôle très important dans la transition qui a cours actuellement au Mali. Et ils avaient déjà fait le premier round en février ou en mars dernier. Et juste après la conférence de la CEDEAO, on annonce également le deuxième round à Lomé. Et je crois ils ont été sonnés par les sanctions. Peut-être oui, mais je crois que c'est le bon canal également pour les autorités en place d'exprimer ou du moins de faire l'évaluation du chemin qu'ils sont en train de faire et également faire comprendre à la CEDEAO, peut-être via la cellule de soutien à la transition mise en place par la CEDEAO en soutien avec l'Union africaine et le PNUD, de dire aux gens, voilà le chemin que nous avons pu faire, voilà pourquoi nous estimons que nous ne pouvons pas respecter la date de février prochain, mais peut-être dans les projections par rapport aux défis, nous avons encore besoin de peut-être 2, 3, 5 mois pour achever tout, histoire de laisser un terrain moins miné pour l'autorité civile qu'on aura à mettre en place après la transition. Adam, vous avez 1 minute. Oui, vous savez, moi je pense que toutes ces attitudes-là qu'exprime aujourd'hui la junte s'explique tout simplement par le fait que cette junte-là sait pertinemment qu'elle n'est pas redevable vis-à-vis, disons, des Maliens, compte tenu du fait qu'il n'est pas lié par un programme de société sur lequel il serait peut-être jugé par l'opinion malienne. Tout simplement. Et surtout, je pense que cette junte-là essaie un peu d'ignorer, disons, le poids ou l'impact qu'a, disons, lorsqu'on est isolé diplomatiquement sur le pays. Et c'est justement parce les effets. Oui, d'énormes effets. Parce que lorsque vous prenez nos pays qui ne sont pas véritablement donc en crise, regardez ces balais diplomatiques-là que font nos chefs de l'État. Parce que c'est de l'utopie de pouvoir s'expliquer par le fait que, voilà, où les activistes essaient de dire que voilà, nous avons de ressources, si ce n'était pas donc le pillage, on pouvait, à l'heure actuelle, c'est de l'utopie tout simplement. Et je pense que c'est ce que veut faire croire la junte que voilà, le Mali a les ressources nécessaires pour pouvoir subvenir donc aux besoins du pays. Mais dessus, la difficulté dans laquelle le pays là est, et on ne le dit pas assez, compte tenu du fait qu'on ne veut pas véritablement ouvrir la voie à cette discussion-là pour permettre aux gens de pouvoir dire que voilà, compte tenu donc de ce coup d'État-là, vous êtes isolé diplomatiquement, vous n'avez pas les moyens. Donc je pense que les Maliens même doivent comprendre, parce que lorsqu'on parle de la présidente de la République, ce n'est pas un chef quartier ou le major d'une classe où on peut estimer que voilà, sur telle ou telle motivation, on peut éternellement continuer ou étendre, disons, étendre
Oui, Les l'opinion Maliens beaucoup. s'en plaignent Non, autant. mais Est-ce que pourquoi tu pas? sais? Parce que Mais on peut qu'est-ce que pas, j'en on peut sais? pas. Il y a Mais beaucoup, oui, il y a mais- beaucoup, il y a beaucoup d'opinions au Mali qui ne sont pas d'accord Ouais. sur le fait que on puisse donc. Les Maliens s'en plaignent. Qu'est-ce qu'il explique? Qu'est-ce qu'il explique? Mais les acteurs On n'a politiques- pas des éléments Citez-moi pour pouvoir un donc seul le acteur dire. politique malien Énorme. qui a vraiment dénoncé. Beaucoup? Non, beaucoup, parce que nous sommes quand même dans les beaucoup qui sont Magloire Teko, souvent, dénoncés. Non, c'est une réalité. En face des militaires. C'est une réalité. Voilà, quand on est en face de... Vous savez, vous savez, et ça, moi, je pense que l'essentiel pour la junte, On peut continuer après, oui, si vous le l'essentiel, voulez. bon, d'accord, On peut marque la continuer pause, on après, revient. puisque c'est un sujet passionnant. On revient. On revient après. On marque. Les acteurs